Est-ce que toi, tu as encore des appareils photo qui te font rêver, sur lesquels tu économises doucement comme un dragon pour pouvoir te les payer un jour? Ben moi, depuis quelques années, c'est difficile. J'ai vraiment l'impression que le progrès sur les appareils photo est au point mort ou quasiment, et qu'on n'a pas réellement de nouvelles technologies novatrices qui viennent révolutionner la manière dont on va prendre en main un appareil photo. On est à une époque dans la photographie qui est un petit peu perturbante, au sens où, voilà, malgré tout, les ventes d'appareils photo, c'est pas le produit qui se vend le plus et ça touche quand même un marché de plus en plus restreint d'amateurs et de professionnels éclairés. Là, avec la dominance des smartphones, voilà, il n'y a plus vraiment d'appareils photo grand public, on va dire. Il faut quand même débourser un bon billet pour acheter un appareil photo aujourd'hui. On a, à côté de ça, des marques qui proposent des nouvelles sorties hyper régulières avec parfois des boîtiers qui reprennent exactement les mêmes composants, les mêmes capteurs, mais qui sont juste, voilà, des petites améliorations, des petites variations. On a bridé telle fonctionnalité pour pas empiéter sur les ventes de l'appareil photo plus haut dans la gamme, même si c'est le même capteur, le même moteur, les mêmes pièces détachées. Le progrès photo et les progrès technologiques qui sont faits ne sont plus aussi excitants et révolutionnaires que dans les premières années de la photographie numérique, où on avait une augmentation de la définition qui était qui doublait presque chaque année, et des performances en termes de bruit, de sensibilité et d'autofocus qui faisaient des bonds de plus en plus chaque année. Et pourtant, très récemment, j'ai eu entre les mains un boîtier qui m'a surpris par les différentes technologies qu'il a essayé d'intégrer. Alors, je dis pas que ces technologies sont forcément les technologies du futur et que tous les boîtiers, tous les fabricants doivent s'inspirer de ce modèle-là pour arriver, mais peut-être, je me dis que ce boîtier propose quand même des technologies uniques qu'on a vues pour l'instant dans aucun appareil photo et qui, peut-être, se retrouveront dans nos boîtiers moins haut de gamme dans le futur. Ce boîtier, c'est le Hasselblad X2D2, et aujourd'hui, sans vouloir rentrer dans une review hyper technique, parce qu'il y en a plein sur internet, et de te faire le pitch de vente du boîtier, je voulais quand même parler des différentes technologies un petit peu étranges qui ont été intégrées par Hasselblad dans ce boîtier, et peut-être qui seront intégrées dans des boîtiers d'autres marques dans le futur, parce que c'est quand même un choix assez audacieux et assez intéressant qui a été fait ici. Alors je te préviens, ça va être une vidéo un petit peu geek, je vais faire sortir mon côté fanat de technologie, et tout simplement parce qu'elles sont dans ce boîtier-là. Ça aurait été dans un autre boîtier, je trouve que ce sera aussi intéressant. Mais voilà, il s'avère que c'est Hasselblad qui a pris ce risque-là la première fois et que j'ai pu recevoir un appareil photo pour les tester. Donc on va en parler sur Hasselblad, mais j'ai plus envie de me concentrer sur les technologies à proprement parler qui sont utilisées que sur la marque ou le boîtier en particulier. La première technologie un petit peu nouvelle qui est dans ce boîtier-là, c'est la technologie HDR. Alors quand on parle de HDR, il faut pas penser le HDR qu'on faisait dans les années 2000 où on prend 3 photos exposées à différentes expositions qu'on combine dans Photoshop pour un résultat sursaturé, sans contraste et sans ombre absolument dégueulasse. Non. Là, on parle de vrai, entre guillemets, HDR, qui est une technologie à la fois d'enregistrement et d'encodage de fichiers, mais aussi et surtout une technologie d'affichage. Je vais résumer un petit peu les choses, mais si tu veux aller plus loin, il y a Sylvain Lepoutre de la chaîne Mon Petit Réflexe qui a fait une vidéo très complète aussi sur le sujet, que tu peux aller voir, qui sera dans la description. En très gros, le HDR, qu'est-ce que c'est? Le HDR, c'est une technologie au départ aujourd'hui d'affichage que tu as peut-être vu sur des moniteurs, sur ta télé peut-être, et qui est présente de plus en plus dans les téléphones portables, notamment les modèles plutôt haut de gamme. En gros, un écran qui va être dit HDR, c'est un écran qui a une dynamique étendue, c'est-à-dire qu'il va pouvoir afficher un range de lumière beaucoup plus important, notamment dans les hautes lumières. Alors tout ça c'est très bien, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la photo? Eh bien, tout simplement, pour pouvoir afficher du contenu HDR, un écran doit aussi recevoir des fichiers qui sont encodés avec cette dynamique étendue, qui doivent être encodés et enregistrés en HDR. Quand tu travailles en RAW avec un appareil photo, tu as dans le RAW, qu'il soit en 14 ou en 16 bits, suffisamment de dynamique pour sortir un fichier HDR, ce que tu peux faire maintenant avec des logiciels comme Lightroom qui te permettent de travailler et d'exporter des fichiers avec l'encodage HDR. Mais jusqu'alors, c'était impossible de travailler dans ce format-là en direct boîtier. C'est-à-dire que quand tu travailles avec un boîtier photo classique en JPEG, par exemple, le JPEG, c'est un fichier 8 bits,
et il n'y a pas assez d'informations, c'est pas un fichier qui est assez efficace, on va dire, pour encoder toutes ces données. Voilà, puisque tu pars de 14 bits ou 16 bits de données, il faut faire rentrer ça dans un fichier 8 bits, donc forcément, tu es obligé d'enlever une partie des données, et en général, ça se ressent dans la dynamique du fichier. Dans la compression, on est obligé d'enlever une partie des informations des hautes lumières et des basses lumières pour faire rentrer ça dans le format de fichier. Le X2D2, il te permet lui de travailler dans un autre format de fichier, le format HEIC, qui est exactement le même que le format photo de la plupart des téléphones et des smartphones aujourd'hui, qui est un format de haute efficacité et qui a, en très très gros, la capacité d'enregistrer en HDR, d'enregistrer les informations capturées par ton appareil photo dans un format qui permet l'encodage en HDR et donc l'affichage ensuite de ces images en HDR avec cette dynamique étendue. Et c'est hyper intéressant parce que pour le coup, si tu travailles directement du boîtier, tu peux avoir un flux totalement HDR depuis ton boîtier jusqu'à la livraison des fichiers sans avoir à passer par un logiciel de retouche ou sans avoir à éditer le RAW. Et pourquoi c'est intéressant de proposer ça dans un appareil photo? Parce que ça permet d'avoir un flux HDR de bout en bout si tu as tout l'équipement. Et clairement, il y a aujourd'hui des réseaux sociaux comme Instagram qui permettent l'affichage en HDR si tu envoies des fichiers en HDR, et de plus en plus, dans la délivrabilité de contenu numérique, le format HDR et l'affichage HDR va devenir une norme. Très certainement que dans une dizaine d'années, dans une quinzaine d'années, on va livrer des photos en HDR puisque l'affichage HDR se sera démocratisé, la plupart des moniteurs, des télés, etc. sortiront en HDR, et peut-être que ça sera aussi une nouvelle norme d'affichage sur écran de pouvoir livrer en HDR. C'est pas encore le cas aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup de moniteurs qui ne sont pas encore à cette norme et ça coûte encore assez cher de s'équiper, mais c'est fort probable que ce le soit dans l'avenir. Et c'est intéressant de voir que peut-être qu'avec ce boîtier, Hasselblad prend un petit peu d'avance dans cette technologie et te permet déjà d'expérimenter cette différence dans tes images. Bien évidemment, l'écran qui est au dos du boîtier, c'est un écran qui est certifié HDR, c'est un écran OLED, d'ailleurs un des meilleurs écrans que j'ai pu voir sur un appareil photo, c'est vraiment agréable de regarder derrière. Et quand tu travailles en HEIC, tu peux basculer du HDR au pas HDR pour voir tes photos dans les différents modes et voir la différence que ça fait. Et effectivement, je dirais pas que c'est non plus démentiel, mais on voit quand même une vraie différence dans l'affichage et on peut pas nier que l'affichage HDR est quand même bien meilleur que l'affichage SDR. Bon, de mon côté, j'ai pas encore tout le reste de l'équipement qui me permet d'en profiter, mes moniteurs sont pas HDR, donc voilà, mais peut-être à l'avenir, ça peut motiver à investir dans une technologie d'affichage HDR pour vraiment profiter au mieux de ces photos, sachant que déjà ton téléphone le fait, donc pourquoi pas ton écran photo. La deuxième technologie un petit peu intéressante qui est intégrée à ce boîtier, c'est la technologie LiDAR avec l'autofocus. De manière générale, les boîtiers moyen format comme le Hasselblad X2D2 sont mauvais en autofocus. Aujourd'hui, sur ce nouveau boîtier, ça a changé, donc on a retrouvé de la détection de phase comme on a sur quasiment tous les boîtiers photo aujourd'hui. On a retrouvé de la détection de contraste comme ça se fait depuis très longtemps. Il y a eu l'ajout du suivi de la reconnaissance de sujet, d'un autofocus suivi. Mais voilà, pour avoir un autofocus qui soit quand même réactif, Hasselblad n'a pas juste compté sur le logiciel, ils ont ajouté une technologie qui s'appelle la technologie LiDAR, qui est en fait une technologie qui permet d'estimer des distances grâce à des petits rayons laser qui sont envoyés. C'est un peu le successeur de l'autofocus infrarouge, si on veut. Une technologie qui n'existait pas dans les boîtiers photo. Et pourtant, elle est utilisée au cinéma via des modules externes qu'on va ajouter à des optiques sans autofocus, sur des follow focus par exemple, pour pouvoir donner de l'autofocus à des boîtiers et des optiques qui sont dépourvus. Voilà, tu prends une optique classique, tu la rigues pour le cinéma, tu as un petit boîtier LiDAR qui va te permettre d'avoir des informations de distance et ça te permet de créer comme ça un autofocus. Et ici, d'avoir cette technologie dans un appareil photo, ça fait qu'on a un autofocus qui est hyper précis et fiable. Je l'ai utilisé dans des conditions où ce serait l'enfer pour un appareil photo moyen format, c'est-à-dire en train de suivre des humains qui marchent en marchant moi-même dans un marché de Noël où il faisait sombre à 12 000 et quelques ISO. Donc on est vraiment dans des conditions où n'importe quel autofocus de phase et de contraste peut être légitimement un petit peu perdu. Et là, ça n'a pas manqué. J'étais impressionné réellement par l'autofocus. Alors, c'est peut-être aussi la première fois que je
teste un autofocus vraiment hyper récent, parce que dans mes autres boîtiers, c'est des boîtiers un petit peu plus anciens, mais là, sachant qu'en plus c'était un capteur moyen format derrière et qu'il y avait toute la donnée à analyser, voilà, ça n'a pas manqué une seule image. La rafale n'est pas très élevée, donc c'est peut-être pas un gros défi, mais malgré tout, j'étais vraiment impressionné par ce résultat. Et le fait qu'il y ait ces trois technologies, phase, contraste et lidar qui cohabitent ensemble, ça donne une fiabilité à l'autofocus qu'on a rarement vue. Alors, encore une fois, on peut faire sans, c'est pas quelque chose de démentiel, mais par exemple, le gros avantage du lidar, c'est que ça fonctionne aussi dans des conditions de lumière plus difficiles, là où la phase et le contraste, ça peut un petit peu galérer quand tu es dans des conditions de lumière un petit peu plus compliquées. La troisième chose qui m'a surpris avec ce boîtier, qu'on retrouve chez aucun boîtier du marché à ma connaissance, c'est le stockage intégré. C'est que dans le boîtier, tu as directement un SSD de 1 Tera qui est intégré au boîtier. Alors ça a l'avantage pour les gens peut-être en l'air comme moi que tu es sûr de ne pas oublier ta carte SD avant le shoot et tu as toujours du stockage pour faire ton shoot, sachant que dans 1 Tera avec les fichiers qui font 102 mégapixels, tu captures à peu près 4900 RAW seul, donc tu as quand même de quoi faire, tu peux partir sans problème. Bien sûr, tu as un slot de carte CF Express en plus si tu veux, si tu as besoin soit d'étendre le stockage, soit si tu veux créer une redondance. Mais c'est intéressant d'avoir ce stockage intégré, je trouve, et je suis surpris qu'on ne le voit pas arriver encore chez d'autres boîtiers, parce que ça a pas mal d'avantages. Au-delà du fait que ça t'évite d'oublier ta carte SD et que tu es sûr d'avoir du stockage, ça a aussi des avantages en termes de vitesse de transfert et de lecture. Les fichiers 102 mégapixels d'un moyen format, c'est incroyablement lourd, surtout en RAW, non compressé. Et le fait d'avoir comme ça un SSD qui est intégré directement à la carte mère, ça fait en sorte que tu as des vitesses de transfert entre le capteur, le buffer et le stockage qui sont beaucoup plus rapides qu'avec une interface SD et dans une moindre mesure, une interface CF Express. Si je reprends mon exemple de la rafale continue avec autofocus pendant mon marché de Noël, mais je pouvais facilement avoir 10, 15, 20 images, continuer vraiment en rafale au fur et à mesure, sans fatiguer le buffer, sans arriver à une quelconque limite. Alors encore une fois, c'est un moyen format, donc la rafale, elle est à 3 images secondes. Donc on n'est pas sur des 10 ou 15 images secondes d'un boîtier plein format, où il faut décharger énormément. Mais les fichiers font quand même 250 mégas par image. Donc il y a quand même, faut quand même que ça débite en termes de vitesse parce qu'il y a beaucoup de données à décharger du capteur vers le stockage. Et on peut malgré tout se dire que ça peut être une charge importante en termes de transfert de données, et le fait d'avoir ce stockage directement intégré, ça crée des vitesses de transfert qui sont extrêmement fluides, extrêmement rapides. De la même manière, quand tu vas brancher l'appareil photo avec un bon câble USB-C sur une interface rapide en USB 4 ou en Thunderbolt, ça va décharger tes fichiers extrêmement vite, beaucoup plus vite qu'avec une carte SD. Et ça, je trouve que pour moi, ça a été hyper pratique et ça fait totalement sens dans le fait d'avoir des fichiers très très lourds et de gagner en fluidité de transfert à la fois à la prise de vue entre le capteur et le support de stockage, mais aussi au déchargement entre le stockage et ton ordinateur. Et globalement, aujourd'hui, alors je suis pas dans le marché, je dis peut-être des bêtises, mais globalement, au coût du stockage SSD aujourd'hui acheté en gros et soudé sur une carte mère, je pense que ça pourrait être un vrai ajout sur les boîtiers de beaucoup de constructeurs, parce que ça permettrait d'avoir ces vitesses de stockage là, d'avoir un stockage intégré à l'appareil photo qui peut servir de sécurité, de redondance par rapport à aussi des cartes SD. Ça vient peut-être aussi avec d'autres désavantages. Par exemple, qu'est-ce qui se passe quand le SSD de ton appareil photo commence à défaillir? On peut pas forcément le changer. Est-ce qu'il faut mettre l'appareil photo à la poubelle? Ça, je te dirai dans 4-5 ans, peut-être, quand on a review très très long terme du Hasselblad X2D2. Ça, je ne sais pas. Ça vient certainement avec des désavantages, mais sur l'instant, sur le moment, à la prise de vue, ça vient aussi avec pas mal d'avantages. À la fois, ne pas oublier sa carte, avoir des vitesses de transfert hyper importantes, et puis ne pas avoir de soucis de buffer quand tu vas décharger comme ça des grosses plages de données, et ça évite le casse-tête de j'achète telle carte qui V30, V60, 200 mégabits seconde, etc. Où c'est toujours, je trouve, un casse-tête
de choper des bonnes cartes SD avec la bonne vitesse, de savoir exactement pourquoi il y en a une qui coûte 30 € et l'autre qui coûte 200. Voilà, là au moins, tout est dans l'appareil photo, c'est vachement plus simple. Au final, l'expérience d'utiliser cet appareil photo, elle est assez particulière, parce que voilà, donc clairement, à ce type de tarif, la qualité d'image est démentielle, les optiques sont bonnes, voilà, on peut pas dire que c'est un mauvais boîtier, mais tout comme dans le milieu de gamme et le haut de gamme aujourd'hui, il n'y a plus de mauvais boîtiers, en tout cas pour la photo. Pour la vidéo, c'est peut-être autre chose, mais pour la photo, il n'y a plus de mauvais boîtiers photo aujourd'hui depuis à peu près une dizaine d'années. Là où je trouve que c'est intéressant, c'est la prise de risque qu'a eu Hasselblad en intégrant certaines technologies qui seront peut-être celles du futur dans nos boîtiers photo d'ici 5 à 10 ans. Et ça donne une expérience d'utilisation assez particulière, comme si on avait pris un appareil photo haut de gamme, qu'on avait pris des technologies qui étaient présentes dans le cinéma, dans les smartphones, et qu'on avait fait une sorte de mélange de tout ça, et ça donne le Hasselblad X2D2. Au-delà de ça, c'est vraiment un boîtier qui a été pensé uniquement pour la photo, il n'y a pas de mode vidéo, donc c'est vrai que ça simplifie aussi beaucoup de réglages et beaucoup de navigation dans les menus, et moi c'est quelque chose qui m'a vraiment plu. Je trouve qu'on manque aujourd'hui de boîtiers purement photo qui se concentrent vraiment sur faire de la photo sans avoir l'ajout de 50 milliards de modes vidéo qui se mettent en plus. Bref, ça m'a parlé et surtout ça m'a rendu curieux de savoir, de parier peut-être sur certaines des technologies qui sont présentes dans ce boîtier, de savoir si peut-être ce sera, voilà, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, un standard sur tous les boîtiers. Alors, si tu as une idée de quelle technologie va peut-être pour toi, parmi celles dont je t'ai parlé, rester dans le futur, n'hésite pas à en discuter dans les commentaires et j'espère en tout cas que ça t'aura peut-être fait réfléchir sur l'avenir des technologies photo qui vont arriver dans nos boîtiers du futur.